truc, il faut que je vais refaire. Voilà. Je vous ai mis en participante, puis je vous ai encore remis en présentatrice. Normalement, Donc, ça doit marcher. je fais partager fenêtre, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Être. Mon PowerPoint, il est là. Après, hop, pourquoi la fenêtre est partie? Oh là là. Pourquoi c'est compliqué? Il y a quelque chose qui s'affiche, mais c'est ça, en fait. c'est tout noir. C'est tout noir. Là, c'est tout noir. La dernière fois, un présentateur a eu le même problème. Il est sorti, il est revenu, ça a marché. Je ne sais pas. Vous pouvez essayer Bon, ça. Can I try? Romain, je crois qu'il y a un problème de lien. Parce que moi, je t'avais envoyé c'est ce que j'avais envoyé le dernier. Donc, il n'y avait qu'un seul lien. Ma seule explication du fait qu'il n'y ait pas tant de demandes que ça, c'est que c'est le mauvais lien. Ah non, j'ai appuyé sur le lien que tu m'as envoyé par mail. Oui, c'est le dernier. Sinon, je refais d'emblée, je mets le numéro de la... Peut-être, je sais pas. Parce que, au fait, c'est trop compliqué. C'est sur les PC de la PHP. Il y a plein de trucs de sécurité. C'est vraiment compliqué. Ah, je vois. En plus, on me propose d'arrêter le partage alors que normalement, j'ai rien partagé. Repartager, fenêtre. Là. En plus, je peux même pas te l'envoyer pour... Alors, au fait, il me demande d'entrer un nom, une adresse mail ou un groupe. Je sais pas, je mets le numéro de la réunion peut-être. Je vais essayer. 02. Je l'ai noté extrait avant hein, pour éviter ce genre de gag. Comme si, au fait, je vois la présentation dans le truc Teams, mais comme si je suis dans une autre conversation, en fait. Chez nous, il y a quelque chose qui s'affiche, mais c'est tout noir. Il y a là où c'est censé être votre caméra, donc ça c'est bon. Et puis la partie où il y a censé être votre affichage est là, mais c'est tout noir. Donc, je vais essayer de vous remettre en tant que invité, puis présentatrice. Je regarde dans autre action si je peux faire un autre truc. Activer. Bon. Oui, au fait, comme si je viens de faire la même chose. Partager la fenêtre. En plus, tout mon bureau s'affiche dans ce que je peux partager. Hey, vous avez raison, c'est vrai que c'est un peu noir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être je vais fermer la présentation sur le PC, comme ça, c'est à condition de ne pas enregistrer. Vous pouvez essayer encore et voir si ça marche. J'ai fermé, elle était ouverte sur mon PC, j'ai fermé pour voir si ça marche. Je ne le vois plus. C'est pire. Parce que là, on a l'impression que vous ne présentez pas du tout, contrairement à tout à l'heure. Oussem, tu es en train de parler? Je sais pas. Il me la propose plus en plus quand je fais partager. D'accord, je vais vous remettre en invité, puis encore en présentatrice. 2 secondes. Il me dit les informations Maintenant, du vous êtes contact. présentatrice.
j'arrive pas même pas à le bureau. Ça marche, c'est bon. On voit votre fenêtre. Ah, enfin! C'est bon, je crois que si vous mettez votre présentation, normalement, ça doit marcher. Peut-être c'est le mode plein écran. Peut-être le problème, c'est avec le mode plein écran. Et dans ce cas-là, on peut le faire sans. J'ai appliqué un. Là, vous voyez quelque chose ou pas? On voit votre fenêtre du bureau. On suit très bien ce qui se passe sur votre ordinateur. Tout est bien. Tu vois la présentation ou pas? Non, pas de présentation. On voit votre fenêtre de bureau, mais pas la présentation. Comment ça se fait? Mais elle est déjà ouverte. Si je mets le mode plein écran, peut-être, là? Non? Non, non, on a toujours le même visuel sur votre dossier du bureau. Est-ce que si je glisse la présente, tu vois mes applications APHP, y compris, c'est la liste que tu vois là? Oui, 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 exactement. Application à PHP, autre application, demande d'examen, etc. Et quand j'ouvre, vous voyez rien. C'est bizarre quand même. Mais comment je peux la glisser quelque part? Donc, je clique 2 fois, ça s'ouvre. Dans la partie présentée, vous Partager. choisissez quoi exactement? Est-ce que vous choisissez écran? Parce que quand vous mettez présenter, il y a plusieurs options qu'on peut choisir. Tu parles de où, Ahmad, là? À quel niveau? Je parle lorsque on est sur la fenêtre du Tips et que vous appuyez sur le bouton partager. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et lorsque vous appuyez sur le bouton partager, on vous propose des options, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous choisissez écran ou Windows ou PowerPoint ou je vous conseille d'utiliser écran. J'ai fait fenêtre plutôt, je fais écran. Essayez écran, oui, essayez écran et essayez de voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait là. C'est bon, ça marche très bien. Ah, c'est sûr, j'ai fermé entre-temps. C'est bon, ça marche. Hein. Essayez de changer la diapo. C'est bon? Oui, là, ça marche très, très bien. Je me mets en mode... comment dire? Plein écran. Ça te voit, plein écran ou pas? Non, plein écran, ça ne marche pas. Il faut garder en fenêtre. Ah bon? Oui. C'est mieux que rien. Hein. En plus, je vais la sortir maintenant. Oh là là. Là, c'est bon? Non, là, on va... oui, là, c'est bon. En plein écran, c'est bon. Est-ce que vous pouvez juste essayer de changer de slide pour voir que ça marche quand vous changez de slide? Ah. Ça marche ou pas? Non. J'ai toujours la slide titre. Fibrose rétro-péritonéale, diagnostic positif et étiologique. Non? Là, je l'ai enfenêtré. Mais tu vois la deuxième ou pas? Non, en fenêtré, je ne vois que la première, malheureusement. J'arrive pas, hein, je sais pas. Vous pouvez remettre la slide? La première? Non, je crois que ça a l'air de prendre beaucoup de temps pour changer parce que là, même lorsque vous avez ouvert le Teams, je me vois figé sur le Teams. C'est par rapport à la connexion, tu penses? Oui, oui, ça a l'air d'être très lent. Parce que là, elle est passée, la slide. Hein. Elle est passée, sauf que c'est très lent. Mais c'est très lent. Ça met du temps. Donc, au lieu de faire 45 minutes, je vais faire 1h30. C'est
c'est pas bien. Notre invité va s'impatienter. Là, ça passe ou ça passe pas? Je suis revenue à la première. Non, là, vraiment, on est toujours sur ma tête qui est un peu buggée. Et la deuxième slide en arrière-plan. Là? Et vous pouvez pas du tout m'envoyer la présentation? J'ai essayé de me l'envoyer par mail, justement, dans le sens où je me suis dit, au pire, je vais me connecter avec mon téléphone. Je sais ce que c'est compliqué avec le PC du bureau. J'ai pas pu, c'est lourd, en fait. Il y a plein de photos, donc c'est un peu... je peux toujours essayer, si tu veux. Hein. Ouais, tant qu'on y est. Je cherche son mail. Omar. C'est bon pour le mail? Je suis en train de le taper, oui. Attention, peut-être que vous devriez arrêter le partage parce qu'on voit vos mails. Hein. Ah, tout se voit à part la présentation, comme quoi, hein. C'est pas grave, hein. J'ai rien à cacher. Hein. Bonsoir, Dr Ben Salem. Est-ce que je peux proposer quelque chose? Oui, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que je peux proposer que vous envoyez la présentation à Omar et lui, il projette la C'est ce présentation? qu'on est en train de faire, Houssem, sauf que T'es pas en train de j'arrive suivre. pas à l'envoyer. Déjà, t'es pas en train de suivre. Non, parce que j'ai cru qu'elle va projeter à partir de son téléphone. C'est ce que j'ai entendu. Non, elle est en train non. de m'envoyer la présentation pour que Tu vois la réponse, j'essaie. Omar Haq n'a pas répondu. Les fichiers n'ont pas été joints car leur ajout entraînant un dépassement de la taille limite. Ah oui. Bon, il y a WeTransfer, je ne sais pas si tu connais. Et sur les PC de l'hôpital, on ne peut rien ouvrir, ni Google, ni Yahoo, ni rien. Aucun. Parce que WeTransfer, ça permet d'envoyer par le mail des fichiers qui sont plus gros que 25 mégas. Et là, qu'est-ce que tu vois là sur mon écran? Là, je me vois encore avec ma tête qui bug dans une position gênante. Pourquoi ça je vois votre présentation. Hein? Docteur Ben Salem, moi, je vois votre présentation. Mais c'est lourd apparemment pour passer, Houssem. Là, je reviens à la slide, la 2, tu la vois ou pas? Ça a changé chez toi ou pas? On la voit. Oui, ça a changé. Ah, Houssem, si ça marche, c'est toi. Donc, oui, ça marche parfaitement. Si ça marche pas, c'est moi. Ça marche parfaitement. Tu vois que je passe d'une slide à l'autre, Houssem? Oui, ça passe facilement. Bon, ok. Le problème est chez toi, Omar. C'est pas chez moi. Hein. Tu aurais pu intervenir avant, Houssem. Merci d'être là. Je savais pas. Dites-moi, on commence quand vous voulez. Hein. Allez, donc je vais commencer par introduire. D'abord, désolé tout le monde parce qu'on a pris un peu de temps. Il y avait des soucis technologiques et ça venait de ma part. Donc, je suis Omar Zrif et en compagnie de Romain Guitan, on va modérer la soirée d'aujourd'hui. Au nom de l'Association tunisienne des jeunes internistes et de l'Amicale des jeunes internistes, on est ravis de vous accueillir à cette 5e soirée des jeunes internistes francophones où nous accueillons d'abord professeur Thouraya BEN SALEM de l'hôpital Pitié Salpêtrière, qui est professeur en médecine à la faculté de médecine de Tunis, qui va nous parler du diagnostic positif et du bilan étiologique de la fibrose rétro-péritonéale. Et ensuite, avec
professeur Stone de l'hôpital de Massachusetts, qui est professeur en médecine à Harvard, qui va nous parler de la prise en charge des maladies associées aux IgG4. À vous la parole, professeur Ben Salem. Merci Omar, merci Foussem, bienvenue nos jeunes internistes pour cette soirée. Merci de m'avoir invité et me joindre à votre soirée. Alors, ce soir, on va, je ne sais pas, Omar, les questions, on les laisse à la fin, c'est ça? Parce que je pense pas que je vais pas... Oui, les questions, on les laisse à la fin des deux présentations. Vous pouvez les écrire si vous voulez dès maintenant dans le chat, mais on les voit généralement en fin des deux présentations. Ok, je sais pas, Dr. Jones will excuse me because I will speak in French, not in English. No I try to do some slides in English. J'ai changé d'avis. Après, j'ai fait pratiquement que français. Alors, donc, comme a dit Omar, on va parler des fibroses rétropéritonéales, le point diagnostic positif et étiologique. Alors, les fibroses rétropéritonéales se définissent par une inflammation et une fibrose progressive qui se forme autour de l'aorte essentiellement en rétropéritonéal. Comme vous le voyez ici, l'espace rétropéritonéal est limité par cette ligne verte. Là, on trouve les vaisseaux comme l'aorte, la veine cave inférieure, les reins et les uretères, ainsi que les organes digestifs. Donc, contrairement à l'aortite, qui est une inflammation qui se fait aux dépens de la média et ou l'intima, les périaortites, dont fait partie la fibrose rétropéritonéale, se développent aux dépens de l'adventice et s'extend autour de l'espace périaortique. Et dans cette extension, la fibrose rétropéritonéale peut englober certains organes, notamment les uretères, d'où on va découler les différentes manifestations cliniques souvent révélatrices de la fibrose rétropéritonéale. En dehors de cette entité fibrose rétropéritonéale identifiée comme périaortite, il existe aussi de la fibrose qui peut se former autour de certains organes, notamment rétropéritonéaux aussi, comme le rein, le pancréas ou encore le duodénum. Alors, la quasi-majorité des auteurs pensent que ce type de fibrose périorgane est éthiopathogéniquement différent de la fibrose rétropéritonéale en tant qu'entité périaortite. Moi, personnellement, je me pose la question parce que quand on voit que les deux entités peuvent s'associer, comme on va le voir plus tard au cours des mêmes maladies, je pense que quand même, ça reste des fibroses rétropéritonéales, tout simplement. Alors, la fibrose rétropéritonéale a été décrite initialement en 1905 par l'urologue français Dr Albaran. En tant que maladie rare, les incidences et les prévalences sont quantifiées. Certains auteurs estiment que l'incidence elle est de 0,1 par 100 000 personnes par année et que la prévalence est autour de 1,3-1,4 par 100 000 habitants. Il existe une nette prédominance masculine dans toutes les séries. L'âge moyen de découverte de la fibrose rétropéritonéale se situe entre 40 et 60 ans, donc toutes les séries confondues, c'est 50 plus ou moins 10 ans. Alors, les manifestations cliniques de la fibrose rétropéritonéale ne sont pas du tout spécifiques, ce qui explique souvent le retard de diagnostic positif. La fibrose peut être révélée par des douleurs abdominales, pelviennes, douleurs lombaires, que ce soit bilatérales ou basses. C'est souvent lié à la fibrose elle-même ou aussi à la compression notamment des uretères. Elle peut être révélée par un œdème des membres inférieurs, souvent bilatéral, vous l'avez bien compris qu'il s'agit d'une compression de la veine cave inférieure, ou carrément aussi, elle peut être révélée par une thrombose veineuse des membres inférieurs. Pareil, chez les hommes, ça peut être découvert à l'occasion d'une varicocèle ou d'une hydrocèle. Elle peut être symptomatique, comme dans les aortites, par une claudication des membres inférieurs. Et les signes généraux sont souvent au premier plan au cours des fibroses rétropéritonéales en général.
Sur le plan biologique, la fibrose rétropéritonéale, comme je l'ai déjà dit, souvent révélée par une insuffisance rénale. Cette insuffisance rénale est dans la quasi-majorité des cas d'origine obstructive, due bien sûr à l'obstruction des urtères qui se fait souvent de façon bilatérale. Il existe souvent un syndrome inflammatoire biologique et aussi une anémie qui est bien évidemment plutôt d'origine inflammatoire. Alors, l'imagerie, elle est très importante pour le diagnostic positif. Éventuellement, on va le voir plus tard, étiologique des fibroses rétropéritonéales. Bien sûr, là, j'ai pas fait une slide pour l'échographie abdominale, mais c'est évidemment le premier examen qu'on va faire, surtout qu'on découvre souvent une insuffisance rénale. Et le premier réflexe, c'est de faire une échographie rénale à la recherche d'une cause obstructive de cette insuffisance rénale. L'échographie peut aussi mettre en évidence la fibrose elle-même, mais ça reste moins performant. Du coup, le scanner est parmi les examens complémentaires ou l'imagerie de référence. Le scanner va permettre l'évaluation, apprécier la localisation de la fibrose rétropéritonéale, les aspects morphologiques qui peuvent être évocatrices d'une pathologie ou d'une autre, quantifier surtout l'extension dans le sens crânio-caudal ou face postérieure, face antérieure de l'aorte. Ça peut montrer certaines atteintes d'organes qui elles-mêmes peuvent orienter vers certaines étiologies, notamment les néoplasies ou encore par exemple une pancréatite dans le cadre d'un syndrome hyper IgG4. La prise de contraste de cette fibrose rétropéritonéale sur le scanner peut être un indice pour l'activité de la maladie, mais à plus performant, on va en parler. Et surtout, ça va guider la biopsie quand elle est indiquée. Parfois, on peut avoir recours à l'IRM parce que le patient a une insuffisance rénale assez avancée ou parce qu'il a une allergie avérée aux produits de contraste. L'IRM va montrer un hyposignal T1 et un hypersignal T2 et diffusion. Mais ce n'est pas l'examen de référence. Alors, l'examen qui a changé nos vies, ça reste le TEP scanner qui va confirmer bien sûr la présence, l'existence de cette fibrose rétropéritonéale, va nous permettre de faire un peu la part entre la fibrose rétropéritonéale proprement dite ou des signes ou une atteinte un peu en masse qui peut mimer une fibrose rétropéritonéale, va, comme le scanner, orienter vers certaines étiologies en montrant, par exemple, chez ce patient qui avait en plus de l'hypersignal de la fibrose rétropéritonéale, l'hypermétabolisme, pardon, de l'hypersignal de la fibrose rétropéritonéale, deux petits signaux lumineux qui sont des adénopathies, la sous-claviculaire gauche et pelvienne. C'était un patient qui avait un cancer du côlon. Alors, l'importance aussi du TEP, c'est le degré où l'hypermétabolisme peut aussi, pour certains auteurs, orienter vers des causes néoplasiques. Vous voyez ici, c'est une fibrose rétropéritonéale idiopathique, donc vous voyez, il n'y a pas vraiment d'hypermétabolisme. Contrairement au BOC, c'est une fibrose chez des patients qui ont un lymphome et vous voyez le degré de l'hypermétabolisme et d'activité de cette fibrose rétropéritonéale. Donc, dans ce travail fait pour évaluer l'importance du TEP scan dans la distinction d'images qui orientent plus vers des causes malignes ou la fibrose rétropéritonéale. Donc, on voit ici que il y avait une différence significative par rapport à l'hypermétabolisme évalué par l'SUV max avec un cutoff ici à 6,2 qui était nettement plus important chez les patients qui avaient des néoplasies, que ce soit lymphome ou cancer solide, que l'association à la présence d'adénopathie, bien évidemment, ça plaide en faveur d'une cause néoplasique, et qu'aussi le degré d'extension de la fibrose, que ce soit dans le sens crânio-caudal ou antérieur-postérieur,
plaider aussi en faveur d'une cause néoplasique. Il y avait une étude semblable que je n'ai pas montrée tout à l'heure qui a été faite avec l'IRM aussi. L'extension de la fibrose rétro-péritonéale dans le sens, là, par exemple, le A, quand elle va au-dessus des artères rénales et au-dessus de la bifurcation aortique, c'est un élément majeur qui oriente vers une fibrose rétro-péritonéale plutôt associée au cancer. Qu'en est-il de la biopsie? Alors, ça reste discuté. La majorité des auteurs ne se prononcent pas pour dire qu'elle est obligatoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle peut être limitée par l'état du patient, par le degré, l'épaisseur de la fibrose elle-même. Donc, c'est un geste facile pour les radiologues expérimentés, mais c'est pas aussi tout à fait anodin. Donc, elle se fait facilement sous scanner, de moins en moins chirurgicalement. Et l'argument, dès qu'il y a le moindre doute sur une cause secondaire, on doit aller jusqu'à la biopsie, ou encore, si on surveille qu'on a une évolution atypique pour une fibrose rétropéritonéale idiopathique, il faut vraiment aller à la biopsie. Donc, dans ce travail, juste pour vous parler un peu de l'importance de la biopsie, c'est un travail qui a été fait sur, enfin, c'est pas énorme, mais ça reste une maladie rare, un groupe F, 27 patients qui étaient diagnostiqués sur le scanner lu par 2 radiologues différents en faisant abstraction au tableau clinique. Et chez ces patients, la fibrose rétropéritonéale a été évoquée parmi les diagnostics, alors que dans le groupe C, 30 patients, pareil, des scanners vus par 2 radiologues, étaient classés très fortement évocatrices d'une cause maligne. Et comme vous le voyez ici, donc le groupe 2, c'est 26 sur 30 quand même avaient des cancers, donc c'est prévisible. Mais même dans le groupe où la suspicion n'était pas forte pour une néoplasie, 15 sur 27 après biopsie avaient quand même un diagnostic de cancer, que ce soit des lymphomes ou des métastases ou une tumeur primitive. Alors, les étiologies, on va les citer, on va les voir un par un. Donc, les médicaments, tout ce qui est cause locaux-régionale, à savoir la post-radiothérapie, post-chirurgie, les infections, les cancers, les maladies infiltratives. Je ne vais pas trop parler de l'IgG4 parce que je pensais que Dr Jones allait aborder le sujet. Alors, dans la quasi-majorité des séries, les 2 tiers des fibroses rétropéritonéales sont considérées comme idiopathiques. Mais je pense que si on prend en compte les publications dans le temps, je dirais que 30 à 50% de ces fibroses rétropéritonéales idiopathiques sont maintenant plutôt des maladies IgG4. Alors, pour les médicaments, ces médicaments généralement impliqués dans la survenue d'une fibrose rétropéritonéale, c'est connu depuis des décennies. Et j'ai trouvé cette étude très intéressante. Ça a été fait dans 31 centres français de pharmacovigilance sur 32 ans, qui a inclus plus que 700 000 effets indésirables médicamenteux. Et les auteurs ont bien mis, ils ont fait une étude case no case, non-case, c'est-à-dire case quand les patients ont la fibrose rétropéritonéale, et non-case, c'est tous les autres effets indésirables déclarés. Apparemment, c'est une étude qui est de pratique courante pour étiqueter les effets indésirables rares et les rattacher à certains traitements. Donc, comme vous le voyez ici, le ratio était vraiment important pour les anti-maigrineux, de même pour les bêta-bloquants, et aussi pour les inhibiteurs de sécrétion de la prolactine. C'est vraiment des médicaments connus associés à la fibrose rétropéritonéale.
Alors, ces dernières années, il y avait quelques publications concernant les anti-TNF et leur implication dans la survenue de fibrose rétropéritonéale, et en particulier les cette. Plus récemment, j'ai trouvé quelques case reports d'anti-PD1, surtout dans le traitement du cancer du poumon. On n'a pas assez de recul, mais on verra. Post-radiothérapie, post-chirurgie, c'est généralement des contextes connus. Je suppose que les patients ont déjà eu une imagerie à un moment ou une autre de leurs histoires avant d'avoir ce genre de traitement. Donc, c'est dans le temps, on peut situer l'apparition de la fibrose rétropéritonéale et ainsi discuter l'imputabilité et aussi refaire l'imagerie pour être sûr qu'il n'y a pas une autre cause, notamment un cancer qui peut être à l'origine de cette fibrose rétropéritonéale. Qu'en est-il des infections? Alors, plusieurs cas reports, tous plutôt chez les patients immunodéprimés. Il peut s'agir d'une tuberculose, d'une actinomycose, d'une histoplasmose. Chez les Asiatiques, j'ai trouvé quelques cas de schistosomase. Dans cette petite série de 58 patients qui ont été collégés dans 4 services différents, y compris un service de pathologie infectieuse, il y avait 4 sur les 58 qui avaient une infection qui a causé cette fibrose rétropéritonéale, mais ils n'ont pas listé les détails de ces infections. Alors, qu'en est-il des maladies de médecine interne? La fibrose rétropéritonéale peut être aussi associée à des maladies auto-immunes telles que le lupus, maladie de style, maladie à laquelle je ne crois pas trop, mais aussi un syndrome de Sjögren. J'ai bien regardé les détails pour être sûre. Ce n'était pas des maladies IgG4, c'est des publications relativement récentes. L'entité était déjà décrite, donc je pense que c'était vrai Sjögren. L'autre association relativement fréquente de la fibrose rétropéritonéale, c'est celle des vascularites. Toutes les vascularites pratiquement ont été décrites. PAN, plutôt des anciennes séries, là où on ne faisait pas forcément la différence entre PAN et on n'avait pas encore individualisé les vascularites telles qu'elles sont classifiées maintenant. Vascularite à IgA, même en artérite à cellules géantes, mais surtout les vascularites à ANCA, quelques cas de GEPA, mais je pense que l'association la plus fréquente reste à la GPA. Je n'ai pas de pourcentage exact, par contre, j'ai regardé un peu, je n'ai pas trouvé, on en parle sans préciser la fréquence de la fibrose rétropéritonéale au cours des GPA. Je vous montre juste ce cas clinique qui n'est pas le mien, mais je l'ai mis, vous avez la référence parce que j'ai trouvé les photos belles. C'est un homme âgé de 74 ans qui avait déjà une atteinte ORL connue. Il y avait un syndrome inflammatoire biologique, il avait des ANCA positifs, anti-PER3, mais comme vous le voyez ici, en plus de la fibrose rétropéritonéale, qui est fixée évidemment au TEP, il avait ces nodules pulmonaires dans certains excavés qui orientaient, entre autres, vers une GPA. Ça peut être une tuberculose ou un cancer, bien évidemment, mais avec les anticorps, les ANCA positifs anti-PER3, mais surtout avec la présence d'un granulome et d'une vascularite sur la biopsie de la fibrose elle-même, mais en plus d'un granulome sur une biopsie bronchique et avec un bilan infectieux négatif, on peut se permettre de retenir le diagnostic d'une granulomatose avec polyangite et traiter le patient comme tel. Après, il y a plein de publications, fibrose rétropéritonéale, parfois le terme idiopathique associé aux ANCA. Celle-là, par exemple, le patient avait quand même une glomérulonéphrite rapidement progressive avec des ANCA, donc ça fait un tableau de vascularité à ANCA, sauf que d'autres, c'est juste les ANCA positifs. Chez ces patients-là, je me méfie. Dans cette série, par exemple, qui a collégé 19 patients après une revue de la littérature,
qui avaient tous une fibrose rétropéritonéale et des encas positifs avec des spécificités dont 62% anti-PR3 et les 30% restants des anti-MPO, il y avait quand même un tiers des patients, il n'y avait que la fibrose rétropéritonéale. Moi, ces patients-là, je ne retiendrai pas facilement le diagnostic d'une GPA, je surveillerai de près, je ferai éventuellement une biopsie. Quand j'ai le poumon typique, l'atteinte ORL, la sclérite, l'atteinte pachyméningée, ok, l'atteinte neuropathie périphérique, je prends. Mais quand c'est une fibrose rétropéritonéale isolée, il faut vraiment faire attention, même si vous avez des encas avec une spécificité anti-PR3. Moi, un des patients que j'ai vu comme ça, c'était à la RAPTA, c'était un jeune. On l'avait traité comme tel, ça n'a pas marché. Heureusement qu'on a fini par le biopsie et c'était un sarcome. La deuxième vascularite qui peut être associée aussi à la fibrose rétropéritonéale, c'est la maladie de Takahashi. Donc, il y a de cas de rapport rapportés aussi, dans celui du service de médecine interne aussi, la ratage, je suis nostalgique, désolée, ça remonte à 98. Et je découvre aussi que voilà, la fibrose rétropéritonéale peut être associée à la spondylarthropathie ankylosante en dehors de tout traitement par anti-TNF, bien sûr. Il y a beaucoup de cas rapportés. Donc, dans les maladies inflammatoires auto-immunes, on a les vascularites, en particulier la vascularite en cas, GPA, il y a aussi la maladie de la vascularite de Takahashi et aussi les spondylarthropathie. Alors, le chapitre le plus anxiogène, c'est les cancers. Dans cette série de 111 patients qui avaient une fibrose rétropéritonéale, 38 avaient un cancer, dont 34 prouvés histologiquement. Et dans ces cancers, comme vous le voyez, c'est l'estomac, colorectal, rein, pancréas, donc c'est plus ou moins loco-régional. Vessie, prostate aussi, mais quand même, il y avait 4 cancers du poumon et 2 thyroïdes. Les auteurs pensent que la quasi-majorité, dans la quasi-majorité des cas, le cancer est diagnostiqué dans l'année qui suit la découverte de la fibrose rétropéritonéale et précise que quand la fibrose rétropéritonéale est périviscérale, l'entité dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne dépasse jamais le 1 an. C'est toujours le diagnostic, le cancer est toujours diagnostiqué avant la fin de l'année qui suit la mise en évidence de la fibrose rétropéritonéale. Une autre petite série, celle qu'on a vue tout à l'heure avec le scanner, sur les 6 cancers solides, il y avait 2 pancréas, 2 côlons, un cancer de l'estomac et un cancer du rein. Donc, globalement, les cancers, c'est les digestives, y compris celles des voies biliaires. J'ai trouvé quelques cas de report rapportés aussi. Les tumeurs carcinoïdes, reins, vessie. Chez les femmes, j'ai trouvé beaucoup de cas de report avec des cancers gynécologiques associés aux fibroses rétropéritonéales, mais aussi poumon sain, les sarcomes, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, et encore les hémopathies. Alors, la quasi-majorité des auteurs s'accordent sur le fait que les patients qui ont des cancers associés à la fibrose rétropéritonéale sont significativement plus âgés, que les généraux sont plus évidents et que sur l'imagerie, on peut avoir certaines particularités, à savoir une fibrose, en plus de ce que j'ai cité tout à l'heure, l'importance de l'extension de la fibrose elle-même dans tous les sens, mais aussi le fait d'avoir un aspect irrégulier qui n'est pas tout à fait homogène et que, bien sûr, l'infiltration loco-régionale, notamment os et muscles, est un élément en faveur aussi. Donc, gardez toujours les cancers en tête. Dans le moindre doute, il faut faire la biopsie. On passe à un autre chapitre d'étiologie de fibrose
péritonéale, de fibrose rétro-péritonéale. Là, on va faire un peu sous forme de cas clinique, mais bon, c'est pas très interactif, mais je suppose que vous avez trouvé les diagnostics. Alors là, il s'agit d'un homme, mais c'est pas toujours typique, hein, d'où toute la difficulté de faire des diagnostics étiologiques. Un homme âgé de 63 ans qui fume depuis l'âge de 10 ans, qui a déjà une cardiopathie ischémique avérée, qui a une dyslipidémie et qui se plaint depuis longtemps d'une lombalgie. Alors, on lui a fait une biologie à l'occasion de cette lombalgie, probablement. Il a un syndrome inflammatoire biologique et une créate à 1500 micromoles. Bien sûr, on lui fait l'échographie abdominale. Il a une atteinte rénale obstructive bilatérale. Il a été déjà, bien sûr, mis en... Je n'ai pas parlé de tout ce qui est prise en charge, mise en place de son IgG ou stent. Donc ça, c'est bien sûr, quand on a une atteinte rénale obstructive, il faut aller décharger les voies urinaires pour que les patients n'évoluent pas vers une insuffisance rénale terminale. Donc on fait le scan. Vous voyez ici l'infiltration de la fibrose qui se forme autour de l'aorte. Un peu de péririn quand même, un tout petit peu. Pas très évident, mais il y en a. Encore. Ça, c'est un TEP, par contre. Vous voyez là autour. Vous voyez un peu l'aspect irrégulier. C'est pas tout à fait l'aspect typique grain chevelu, mais c'est l'infiltration périrénale. Et ça fixe ici au TEP, donc tout ce qui est péri-aortique. Ça fixe aussi un peu plus bas. Là, il a été adressé pour une suspicion, bien sûr, d'Ardem-Schuster dans ce contexte-là. Il a eu la biopsie de cette masse rétropéritonéale. C'est pas vraiment typique, mais c'est assez évocateur. On a une belle infiltration par de nombreux histiocytes fusiformes avec une population CD 163+. On n'avait pas la mutation BRAF, mais on attend les autres. Et l'autre élément qu'il avait, ce patient, en faveur d'une maladie d'Ardem-Schuster, on a fait une IRM, même si le TEP n'a pas vraiment montré d'atteinte osseuse, mais il existe quelques petites lésions osseuses. Chez certains patients, l'IRM est un peu plus sensible pour l'atteinte osseuse. Je vais vous montrer des images un peu plus typiques. Ça, c'est un patient, par contre, qui est entré dans la maladie par un tableau neurologique avec des troubles de l'équilibre, une désarthrie. Il avait en plus une exophthalmie. Il avait des signes géniaux qui étaient quand même au premier plan. IRM cérébrale, hypersignaux des noyaux dentelés, une infiltration bilatérale de la graisse orbitaire avec une atteinte, un épaississement pachyméningé. Et les cliniciens ont cliqué sur une possible maladie d'Ardem-Schuster. Donc, ils ont fait le reste du bilan pour chercher d'autres atteintes évocatrices. Et comme vous le voyez ici, l'infiltre un tout petit peu de rétro-péritonéale, mais là, c'est vraiment la péri-aortite typique, mais là, c'est la crosse de l'aorte. Hein. Il y a un peu en rétro-péritonéale, mais ce n'est pas aussi important qu'au niveau thoracique. Mais l'association, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'infiltration périrénale assez typique quand même. Et l'association des deux, en plus de l'atteinte neurologique assez évocatrice quand même, oriente vachement vers la maladie. Vous voyez ici sur le TEP, ça ne fixe pas vraiment. Par contre, ça fixe bien sur l'os. Ça réconforte davantage le diagnostic d'une maladie d'Ardem-Schuster, mais quand même, on a fait la biopsie. Et sur la biopsie, c'était assez typique avec l'infiltration histiocytaire et l'immunohistochimie avec les CD 163 positifs, les CD1 négatifs. Donc, vous voyez,
Franchement, quand on a la main facile et qu'on a des gens expérimentés pour faire des biopsies, il ne faut pas hésiter à le faire. Comme ça, on est rassuré. Là, on a un diagnostic clair et net, avec, même si on a des atteintes typiques, mais dans les causes infiltratives aussi, on aime bien avoir une preuve histologique. Mais bon, dans les histiocytoses aussi, c'est important d'avoir les mutations sur les tissus touchés parce que ça va aussi conditionner le traitement. Donc, dans les fibroses, dans les histiocytoses en particulier, la maladie d'Ardem-Schuster, on doit chercher l'atteinte cutanée, en particulier l'exanthelasma, l'atteinte osseuse, l'atteinte neurologique parenchymateuse ou aussi épophysaire, qui peut se manifester par un syndrome polyuro polydiptyque. La fibrose rétro-péritonéale, comme vous l'avez déjà vu, c'est souvent associé aussi à l'infiltration périrénale ou encore l'atteinte cardiaque. J'espère que je suis dans les temps. Et éventuellement, un dernier cas clinique pour la route. Là, c'est un patient âgé de 42 ans qui consulte pour un maigrissement de 10 kg sur 6 mois. Il s'est présenté initialement avec une hypertrophie des glandes lacrymales bilatérales. Mais au moment où on le voit dans le service, il ne restait pas grand-chose, c'était quand même spontanément résolutif. Il avait une hypertrophie des parotides, ça constitue un syndrome de Mikulicz. Sur le plan biologique, il avait une insuffisance rénale avec une créate à 130 micromoles par litre. La CRP n'était pas élevée, initialement ne l'était pas non plus. Il avait des gamma à 22 qui sont après, ils étaient à 44 dans le service. L'albumine était normale et la protéinurie était à 0,7 g. L'échographie a bien sûr montré il n'y avait pas de dilatation chez ce patient en particulier, il n'y avait pas de dilatation des voies urinaires. Il a eu son scanner. Donc, vous voyez bien cette infiltration périrénale. Mais ce patient n'avait pas l'atteinte périaortique, par contre. Quand on voit comme ça l'imagerie, on se pencherait plutôt vers une maladie d'Ardem-Schuster. Sauf qu'heureusement, on peut faire des biopsies, certaines sont beaucoup plus simples, et quand c'est vraiment concordant, on est très heureux. Donc, 3 biopsies, IgG4, le rapport supérieur à 70% avec un nombre 50 par champ. Ça, c'était le périrein, facilement biopsiable. La biopsie des glandes salivaires accessoires et aussi la biopsie rénale elle-même. Donc, 3 biopsies qui convergent tous vers le même diagnostic, même si l'image scanographique n'était pas vraiment des plus typiques. On s'attendait plus à avoir la périaortite plutôt que le périrein. Bon, je pense que Dr Jones détaillera plus que moi les atteintes de l'IgG4. Alors, une fois on a éliminé toutes ces étiologies, on pourra éventuellement conclure à une fibrose rétropéritonéale idiopathique. Comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est une bonne partie des IgG4, mais bon, maintenant c'est facile, comme vous l'avez vu, on peut facilement faire le diagnostic puisqu'on connaît l'entité. Certains auteurs disent on ne sait pas vraiment si c'est 2 maladies, 2 choses complètement différentes, ou peut-être c'est 2 choses avec un stade différent de la maladie. Juste, ce qu'on remarque, c'est que ces fibroses rétropéritonéales idiopathiques se voient souvent chez des patients qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont tabagiques, qui en sont hypertendus, diabétiques, et on voit souvent ces calcifications aortiques avec la fibrose autour. Une des hypothèses, c'est que il y a une stimulation des cellules inflammatoires via cette athérosclérose et qui va conduire à la formation de cette fibrose rétropéritonéale autour. Mais l'athérosclérose en elle-même
n'est jamais identifié comme une cause propre de la fibrose rétropéritonéale. Donc, on parle toujours de facteurs de risque, le tabac et autres, mais ce n'est pas suffisant pour en faire une étiologie à part. Juste pour la beauté des images, fibrose rétropéritonéale, donc ici, là, même au niveau de la bifurcation iliaque, chez un patient qui a ça depuis 10 ans. Donc là, on va dire que vraiment on est dans le registre idiopathique. C'est pas plus mal de le surveiller les premières années, comme on l'a déjà vu, le cancer, ça peut se révéler avec un délai plus ou moins d'1 an. Donc, mais là, on est à 10 ans, donc on est à 10 ans de recul, on est plus ou moins rassuré. Juste, je pense que j'ai un peu encore le temps, de petites séries, comme on est dans un truc franco-maghrébin, on va dire. Une série tunisienne, c'est celle de la Rapta. Alors, tout ce qui est genre ratio homme-femme, tout le monde est pareil. Là, c'est 14 hommes pour 3 femmes. Il y avait 3 patients qui avaient une vascularite, 2 GPA et la maladie de Takahashi déjà publiée, une tuberculose et le sarcome dont j'ai parlé tout à l'heure. Le reste était étiqueté comme idiopathique. Celle-là, juste, j'en parle parce qu'il y a eu quand même 7 biopsies. On est sûr, sur les 7, il n'y avait aucun cancer, mais sur une des 7, il y avait un granulome isolé, n'a pas été rattaché à un GPA ou une autre cause granulomateuse, non pas une tuberculose. Donc les restes, les 6 où on n'avait rien, pas de biopsie spécifique, étaient étiquetés comme idiopathiques. Une série marocaine avec 2 quand même fibroses rétropéritonéales associées à une spondylarthropathie ankylosante, 2 associées à un cancer et le reste idiopathique. J'ai enlevé l'athérosclérose dans le cadre des idiopathiques. Les fibroses systémiques, je pense qu'on en parle plus parce que la quasi-majorité doivent être des maladies IgG4 aussi. Alors, une série française, 18 patients, publiés en 2013, une fibrose rétropéritonéale médicamenteuse, 3 vascularites, dont 2 GPA et une maladie de Takahashi, et les autres, c'est des idiopathiques. Une série chinoise, la quasi-majorité sur les 58-45 étaient étiquetées comme idiopathiques avec 4 infections. Donc, pour résumer les différentes étiologies, médicaments normalement faciles à éliminer, les cancers pas toujours faciles à éliminer, mais il faut quand même s'assurer de l'absence de ces néoplasies, rien qu'en faisant au moins avoir les examens qu'on devrait faire dans le cadre de dépistage de routine, les infections, les post-radio, post-chimio, les maladies infiltratives et si on n'a pas tout ça, c'est des idiopathiques. Le bilan à minima à faire, la biologie, la calcémie, le bilan hépatique, la lipase pour les pancréatites dans le contexte IgG4, le dosage des IgG4, bien sûr, les ANCA. Alors, certains auteurs disent que les anticorps antithyroïdiens peuvent être associés positifs dans certains cas de fibrose rétropéritonéale sans avoir forcément un lien de cause à effet. Après, l'imagerie, elle est importante pour bien étiqueter, quantifier, évaluer le degré d'activité de la fibrose rétropéritonéale et faire des biopsies pour avoir des preuves histologiques quand il y a un doute sur une cause secondaire. Et bien sûr la biopsie. Et pour conclure, je dirais que la fibrose rétropéritonéale, c'est une entité rare. Le diagnostic positif est souvent fait de façon tardive. Le diagnostic étiologique reste quand même un vrai challenge pour le clinicien parce qu'on a toujours la hantise des hémopathies, des cancers solides associés. Mais quand même, le TEP nous facilite un peu la tâche puisqu'un TEP négatif rend l'hypothèse d'une néoplasie beaucoup moins probable.
Les imageries et la biopsie sont nécessaires pour le diagnostic et éventuellement pour diagnostiquer une cause curable. Et dans tous les cas, il faut surveiller et réévaluer, surtout quand on conclut à une fibrose rétro-péritonéale idiopathique pour être sûr que dans le 1 an ou les 2 ans qui suivent, on n'a rien de malin. Et je pense que j'ai fini. Merci beaucoup, Dr Ben Salem. C'était très clair. Merci pour cette présentation très intéressante. Et vous avez le mérite d'avoir bien respecté le timing malgré tous les problèmes techniques qu'on a eus. Oh, parfait. Donc, on vous remercie chaleureusement de ça. J'ai tapé quelques slides, je pense, exprès, mais bon. C'est pas celle qui n'était pas vraiment importante. So, we are now going to switch to English. Comment? Non, c'était juste pour ne pas quand même empiéter sur le temps de notre invité. Exactement. Merci beaucoup pour ça. On vous en remercie. We're now going to switch to English. I remind you first that you can interact and ask your questions in the chat later. At the end of the evening, I now have the privilege to introduce Dr. John Stone from the Massachusetts General Hospital and Professor of Medicine in Harvard Medical School, to whom I reiterate my apologies for the wait and the tech problems. Professor Stone will gladly share with us his expertise on the management of IgG4-related disease. Greetings, Professor Stone, and over to you. Thank you so much, Omar. It's a great pleasure to be with you this evening. And I hope that I'll be able to advance my slides. I may need a little bit of help, but can everyone see my slides? Yes, everything is clear. Yes. Good, and you can hear me as well. Okay, thank you. Yes, well, it's a pleasure to be with you, and I want to speak about the management of IgG4-related disease. Of course, retroperitoneal fibrosis is very often part of the IgG4-related disease spectrum of disease. This is a disease that is a wonderful disease for internists to know about, because as internists, we take care of patients with all kinds of organ system problems, and IgG4-related disease is a classic multi-organ autoimmune disease. This is a picture of my very first patient with IgG4-related disease, and interestingly, she comes from your part of the world. She was a 26-year-old woman from Morocco when I met her about 15 years ago. And this is a picture of her neck. She had these swellings, which turned out to be not lymph nodes, as initially thought, but rather her submandibular glands. So this was my introduction to this fascinating disease. Here's the agenda. I'm going to share with you a few pearls and myths about IgG4-related disease, mention a little bit about the pathophysiology, and then talk about the approach to treatment. And I look forward to your questions at the end. So again, here is a picture of the neck of my 26-year-old patient. Since then, I have seen hundreds of patients, it seems, with necks that look like this patient's. And I think it's remarkable that in a period of 15 years, we've gone from the picture of that patient's neck and the swollen submandibular glands to a reasonable understanding of how the pathophysiology of this disease works. And I will mention this only briefly, but say it because it really explains why we are studying some of the new therapies that we are trying. The key cells that I'll talk about are cells of the B cell, B lymphocyte lineage, and a particular cell called a CD4 positive cytotoxic T cell. This is the key cellular interaction of this disease. IgG4-related disease, although it was recognized as being a unique disease only 20 years ago, with the first cases really recognized in Japan, it's not a new disease. And if one looks at the German medical literature from the 1890s, one finds this picture of a 44-year-old farmer
who had enormous swelling of his submandibular glands, even bigger than my patients, very large parotid glands as well, and lacrimal glands that were so big that he could hardly open his eyes. This was described in 1892 by Professor Johann Mikulicz, who was a famous surgeon of his day. And after I met my young woman from Morocco, I began to try to understand what her problem was, because although she had been referred to me to exclude Sjogren's syndrome and to rule out tuberculosis, I didn't know what she had. I didn't think it was either one of those things. And I began to look into the medical literature, and this was a paper that I found published in the Swedish medical literature in 1978. And I was struck by the fact that this man, you can see that he needs a shave, but his neck looked very much exactly like my young patient. And ironically, the first author of this paper in 1979 was Sjogren, not Henrik Sjogren, who described Sjogren's syndrome back in the 1930s, but maybe his granddaughter. And the title of this paper was very interesting. The title of the paper was Primary Sclerosing Cholangitis Associated with Fibrosis of the Submandibular Glands and Pancreas. And the title of this paper gave me the first clue that maybe I was dealing with a multi-organ disease, and it wasn't just the submandibular glands that were involved. So this is a biopsy of my patient's submandibular gland. It was thought that she might have a lymphoma, such as a malt lymphoma. So she had a biopsy of the submandibular gland, and this is what it showed. It showed what really seemed to be germinal centers in the submandibular gland. And it's very unusual to have germinal centers looking like a lymph node in one's submandibular gland. But these were the germinal center-like structures, extranodal germinal centers. And once we realized that this disease existed, and that IgG4-related disease was a real thing, we recognized we had this patient in our clinic who had been followed for years for Sjogren's syndrome, and he had massive parotid enlargement, as you can see. And he also had some things that were atypical for Sjogren's, including asthma, orbital myositis, by which I mean inflammation in the muscles that move the eye, parotid enlargement, which is very typical of Sjogren's syndrome. But all of this had been refractory to steroids and to methotrexate. And then we thought, well, maybe he's got another diagnosis. And we checked his serum IgG4 concentration, and it was elevated to almost 10 times the upper limit of normal. We went back and reviewed some of his previous biopsies and confirmed the diagnosis of IgG4-related disease. I always chuckle when I see this picture because I realize I should have made the diagnosis much earlier, because this patient looked so much like that patient I had found in the medical literature described initially by Mikulicz. I've even been accused of having my patient grow a mustache to look very much like the patient described by Mikulicz, but I promise you, he actually had this mustache on the day that I met him. So I thought I would never see a patient with such lacrimal gland enlargement as Mikulicz depicted, but this is a patient I saw not long ago with massive lacrimal gland enlargement. And here is another patient with enormous lacrimal gland enlargement. To examine the lacrimal gland, one gently everts the eyelid like this and asks the patient to look the other way. And the lacrimal gland, if enlarged, will be evident. This is my thumb, and this was, I assume, Mikulicz's thumb, because this is a drawing done of his original patient who had lacrimal gland enlargement as well. This is a drawing done for one of my patients by his surgeon, and the surgeon depicted the liver, the stomach, the esophagus,
the bile ducts, the gallbladder, the pancreas, and what he assumed was a cholangiocarcinoma, a tumor which had made the patient jaundiced. And he proposed performing a Whipple procedure for this cholangiocarcinoma. And fortunately, they did a biopsy and an intraoperative biopsy before resecting the entire pancreas and made the diagnosis of IgG4 related disease. My gastroenterology colleagues have taught me that the finding of a pancreas, a sausage-shaped pancreas like this, and the combination of biliary tract involvement, which looks like primary sclerosing cholangitis, is virtually diagnostic of IgG4 related disease. So this combination strongly suggests the diagnosis of IgG4 related disease. This is a patient of mine who was not so lucky. He underwent a Whipple procedure, had his entire pancreas removed, and this is what the pathology showed. This is the pancreatic duct surrounded by a lymphoplasmacytic infiltrate, and one can see a swirling storiform fibrosis here. I'll show you some other examples of this. This is very typical of IgG4 related disease and not obviously adenocarcinoma of the pancreas. I got this email last week from the head of surgery at my hospital, and he described this 54-year-old man from California who had had a normal preoperative IgG4 level, and the patient was totally asymptomatic, but the preoperative imaging suggested cancer. So this surgeon, a wonderful surgeon, performed a Whipple procedure, sure that the patient had IgG4 related, sure that the patient had adenocarcinoma of the pancreas. The pathology evaluation, the pathologist reported the entire pancreas is submitted for review. The main pancreatic duct showed a dense lymphoplasmacytic infiltrate with neutrophils and microabscesses. And this was consistent with autoimmune pancreatitis type 2, not type 1, which is IgG4 related disease, and not carcinoma, but type 2 autoimmune pancreatitis. So there are actually two types of autoimmune pancreatitis. One type occurs in IgG4 related disease. This is type 1, and this has these pathologic findings: a dense lymphoplasmacytic infiltrate, storiform fibrosis, as I showed you, obliterative phlebitis, so it targets the veins, and a high percentage of IgG4 positive plasma cells. I'll show you examples of all of these. But then there is type 2, which is what this patient had, and it has inflammation in a periductal location and neutrophils and microabscesses, not seen in IgG4 related disease. So one needs to be aware of both of these possibilities, which can have a very similar radiologic appearance and which can mimic adenocarcinoma of the pancreas. So in IgG4 related disease, regardless of the organ involved, there is a consistent histopathology. And this is what it looks like. There's a lymphoplasmacytic infiltrate. There is storiform fibrosis, this swirling pattern. Storiform comes from the Latin word storea, which means woven mat. And this is why the pathologists use this term. And then right in the middle of this slide was a vein. That is the lumen of a vein that has been completely obliterated by the lymphoplasmacytic infiltrate. So we refer to this as obliterative phlebitis. One sees these pathologic findings in organ after organ of patients with this disease. And this is the primary reason for believing this is one unified disease, whether it's in the retroperitoneum or in the pancreas or in the submandibular gland.
Here is a biopsy of the meninges, the layer around the brain. And you see the same pathology in the meninges, swirling storiform fibrosis enmeshing this lymphoplasmacytic infiltrate. And the pancreas is a very different organ, but it shows the same kind of pathology. Here we are in the kidney. Here is a glomerulus, of course, and one sees the same swirling storiform fibrosis throughout the interstitium of the kidney. And there are also lots of eosinophils, which I'm pointing out with my arrow here. And that's also typical of IgG4 related disease. They're often allergic phenomena and eosinophils in tissue and peripheral blood. A large part of the plasma cells in the tissue stain positively for IgG4. So this is a lacrimal gland biopsy with a stain for IgG4, and all of the brown staining cells in this slide are IgG4 positive plasma cells. The pathologists simultaneously do a stain for IgG, and then they can do a count to understand the percentage of cells, the percentage of plasma cells that are positive for IgG4. And a high ratio of IgG4 to total IgG positive plasma cells strongly indicates, but is not diagnostic of, IgG4 related disease. Despite the commonalities of pathology findings across all of the different organs that can be affected, pathology doesn't tell the whole story. The person who needs to make the diagnosis is the clinician, using what the pathologist tells her or him, but also combining the clinical presentation, the serological findings, the radiology features of the disease with the pathology findings. This is how we go about making diagnoses every day in our clinics, and it's essential to combine information from all of these realms. I'm going to run quickly through some of the other organ manifestations of IgG4 related disease before getting into treatment. So the kidney can be affected, as I have shown you with that biopsy. One very unusual feature, and it's similar to rétro-péritonéale fibrosis, is some patients develop a mass at the ureteropelvic junction. It's very similar histopathologically to rétro-péritonéale fibrosis, but it is different in its location. Hypocomplementemia can also occur in this disease, especially in patients with renal dysfunction. And here is what the kidneys look like radiologically when they are involved. This is the aorta here, and you see there is no rétro-péritonéale fibrosis in this patient, but this kidney has these multiple hypodense lesions within the kidney. And that is what tubulointerstitial nephritis looks like. Tubulointerstitial nephritis is the major renal manifestation of IgG4 related disease. Here is the retroperitoneum, which has been covered in great detail by the previous speaker, so I will not review that in additional detail. But I will say that here is another view of this patient with retroperitoneal fibrosis and the peri-aortitis. And this is the patient's ureter, which has been entrapped by the inflammation, necessitating the insertion of a ureteral stent to prevent hydronephrosis. There are other classic manifestations of IgG4-related disease in the chest. Here is a para-aortic mass, which is a very interesting radiologic feature of IgG4-related disease. These masses, which are nearly diagnostic of IgG4-related disease, there are not very many things that can do this, occur in perhaps 12% of patients with IgG4-related disease, but they can extend over several vertebral segments. So that's a paraspinal, a paravertebral mass. And here is a patient with aortitis. You see the inflamed aorta here, descending aorta,
and also a paravertebral mass. So aortitis and a paravertebral mass in the same patient. Renal thyroiditis is another manifestation of IgG4 related disease. Renal thyroiditis, you'll recall, is an enlargement of the thyroid gland. It can infiltrate into local tissues, often threatening compromise of the airway. And here is a radiologic image of that. Here is the trachea, which is deviated to the left because of this large thyroidal mass. So all of these different organs can be affected by IgG4 related disease, and Japanese colleagues some years ago came up with a wonderful metaphor for the disease. They described IgG4 related disease as being like a crow flying through the night. Because when I was in medical school, this disease was around and I missed it for years. And long before I was in medical school, generations of doctors have been missing this until this century. And it's only in this century that the disease has flown into light, and we realized that this crow is actually a multi-organ autoimmune disease that it can affect almost every organ in the body. I want to emphasize that the damage from IgG4 related disease, as illustrated by the previous speaker, can be very significant. And IgG4 related disease hits the pancreas particularly hard. It can cause endocrine pancreatic failure, leading to diabetes. It can cause exocrine pancreatic failure, leading to failure of the pancreas to make the necessary pancreatic enzymes to digest food. And when patients can't make pancreatic enzymes, they can't absorb calories, they can't absorb nutrition, and they lose weight. They can lose 20, 30, 40, 50 pounds because of this exocrine pancreatic failure. Here is a patient with exocrine pancreatic failure. You can see the marked temporal wasting that he had. His serum amylase and lipase values were actually low because the pancreas was burned out, as we say. Measurement of fecal elastase, a pancreatic enzyme found in the stool, is unmeasurable, and these patients require pancreatic enzyme replacement with each meal in order for them to be able to absorb nutrients. So the cumulative damage from IgG4 related disease can involve not only the pancreas, but also the kidneys, leading to renal failure. The rétro-péritonéale fibrosis can cause hydronephrosis and leading to the need for chronic indwelling ureteral stents. The liver and bile ducts can fail. Some patients develop bone destructive lesions of the sinuses in the head, mimicking granulomatosis with polyangiitis. The orbits, particularly the extraocular muscles, can be involved, leading to double vision and diplopia. And then finally, the pituitary gland can fail as well because of glandular involvement by IgG4 related disease. So I want to move now to talk about the treatment and why we treat IgG4 related disease the way we do. This is a patient of mine whom I met back in 2013, or 2012, actually, so 10 years ago. Dr. 414, he's actually a physician, and he had been undiagnosed for 3 years. He had been misdiagnosed as having adenocarcinoma of the pancreas, multiple myeloma, and lymphoma, and all of those diagnoses turned out to be incorrect. He had disease affecting all of these organs, his major salivary glands, his lacrimal glands, pancreas, bile ducts, kidneys, pericardium, lungs, lymph nodes, and even his prostate gland. And it had still taken 3 years to get to the right diagnosis. These were his labs on the day that I met him.
his albumin level was very low because he had been slowly dying for the previous 3 years. His globulin level was very, very high, well over 2 times the upper limit of normal. His serum complement levels were very, very low. His C4 level could not even be measured in his blood, and his IgE level was also very high, as we often see in IgG4-related disease. So standard treatment across the world for this patient, whether you're in Japan, North America, China, Tunisia, Western Europe, or Russia, is steroids. So in Asia, they tend to start with 40 milligrams a day of prednisone for 1 month. They taper to 5 to 10 milligrams a day, and then they leave the patients on 5 to 10 milligrams a day of prednisone. That's a lot of prednisone when you consider that the pancreas is very often badly damaged in this disease, and these patients are often elderly and have other comorbidities, making steroids a bad idea. In Japan and China, there's a high percentage of flares despite this regimen. In North America and in Europe, we use the same starting dose of prednisone, but then try to taper the prednisone off completely over 2 to 3 months. Yet we also have a high percentage of flares, and this is why we look for other treatments. So I treated my patient with rituximab, a B-cell depleting agent. These were his labs on the day that I met him. And then 1 month after receiving rituximab, his albumin had improved substantially. His globulins had become much lower. His complement levels had nearly normalized. And these in his IgE had nearly become normal as well. And these improvements were sustained for many, many months after 1 course of treatment with rituximab. So this began to help us understand more about the pathophysiology of the disease. This is Dr. 414's serum IgG4 concentrations. Look at the enormous value at presentation. 121 was the upper limit of normal, and he had nearly 4,800 milligrams per deciliter. He was treated and his IgG4 levels fell slowly but steadily. Even 14 months after treatment, his serum IgG4 was still elevated. And that tells us something important about the disease. It tells us that IgG4 itself is not causing the disease. And I'll explain why we believe that. The patient was still in remission 14 months later, but he still had a very high serum IgG4 concentration. This is because of something important about B-cell biology, B lymphocyte biology. B cells develop in the bone marrow. They spend the early part of their development in the bone marrow. And early on in B cell development, CD19 and CD20 are expressed on these cells. After that, they move to the periphery, to the peripheral lymph nodes, where they continue to develop and learn to recognize specific antigens and make specific antibodies. And then they move back to the bone marrow, where they become long-lived plasma cells. And when we treat patients with rituximab, which targets CD20, then rituximab hits these cells and these cells and these cells and all of these cells. But by the time the plasma cell has moved back to the bone marrow, it no longer has CD20. So rituximab does not target plasma cells. And the long-lived plasma cells continue to make IgG4 for a long time. And that's why patients can be in remission, but still have a very elevated serum IgG4 concentration after a while.
So this led us to our first hypothesis about the pathophysiology of IgG4-related disease, and that is that the CD20 positive B cell is a central player in IgG4-related disease, and all the time these B cells are becoming IgG4-producing plasmablasts or plasma cells. These cells do what they do normally, which is to go away quickly because they're very short-lived. That's okay as long as there is still a B cell pool to replenish those B cells. But if the CD20 positive B cell pool is depleted because of rituximab or another anti-CD20 agent, there's nothing to replenish these plasmablasts and plasma cells, and the IgG4 concentration falls. That's what we first saw with Dr. 414. That's how we explained the wonderful therapeutic response that he had shown. But IgG4 has been overemphasized. And I didn't learn this in medical school, and perhaps you didn't either, but IgG4 is different from other immunoglobulins. This is a prototypical immunoglobulin with 2 FAB fragments for binding antigen. IgG4 actually recombines, it splits at the center, and in serum recombines with another half antibody. And the result of this switch, which we call the FAB arm exchange, leads to IgG4 being an antibody that doesn't bind antigen tightly. So we think that IgG4 is helpful in diagnosis. It's helpful in monitoring patients' response to therapy, but we don't believe that it causes the disease. We think actually that IgG4 is playing a counter-regulatory role, trying to downregulate the primary immune response, but it doesn't cause IgG4-related disease. The level of IgG4 builds up in the blood to very high levels because it's trying to downregulate the primary process. And it's only when we use effective treatment that the patient's serum IgG4 concentration level begins to fall. So IgG4 is elevated in only about 75% of patients before treatment, but if it is very elevated, it's a very good marker of disease activity. This is a slide showing 125 patients from our center who were treated with rituximab. And when we organized them by the highest quartile of serum IgG4, we see that those in the highest quartile were more likely to have disease flares. Those in the lowest quartile at baseline were more likely to remain in disease remission. So I'm going to finish by telling you the other part of the disease pathophysiology and then show you the therapies that we are using now. This is the patient who instructed us, and we learned so much about this disease from individual patients. This is a patient who had, you can see she has proptosis because of a mass behind her eye, and she has enlarged parotid glands. Her submandibular glands are big. Prednisone had failed her. She was not responding to steroids. And the diagnosis of IgG4-related disease was made by biopsy of her skin, these erythematous papules on her cheeks. And we treated her also with B-cell depletion. And then this was her skin 1 month later, 5 weeks after treatment. With rituximab, her skin and everything else was much improved. So we were able to do an experiment in reverse in this patient. We got her initial skin biopsy, and here is that biopsy. The epidermis is shown here, and you can see inflammation throughout the skin, throughout the full thickness of the skin. This is a CD3 stain of that
pre-treatment biopsy. And you can see there are lots of CD3 positive cells. These correspond to T cells, to CD4 positive T cells. And this is again the before slide, and this is after treatment. So 1 month after treatment with rituximab, a treatment that targets exclusively B cells, we had managed to achieve a good clinical response and also to deplete the tissue of many of these T cells. So this is the T cell stain before and after, with a very large depletion of T cells following treatment. So this caused us to rethink our pathophysiologic model about the disease, which held that CD20 positive B cells were at the center of the disease, all the time becoming short-lived plasma cells and plasmablasts, making IgG4. And following rituximab, these cells go away very quickly, and this led to failure of repletion of these cells and a decline in IgG4. But this last patient made us realize that T cells are also important, and that B cell depletion also has a profound effect on the T cell compartment. And this is another reason that the glandular swelling in these patients improves so quickly after therapy, because both the B cells and the T cells in tissue disappear. So this caused us to look within the patient's blood at their T cell profile, and with a cutting-edge scientific technique called next-generation sequencing, we very quickly identified that these patients have a dominant effector CD4 positive clone in their blood. And this was from one of our early patients, showing this dominant clone, which almost looks like a monoclonal expansion of this T cell. But this T cell makes unusual cytokines, interferon gamma, interleukin-1, and TGF-beta, which we think may mediate the storiform fibrosis, which is so characteristic of this disease. It also makes unusual products, perforin and granzyme B, which are cytotoxic products, which can damage tissue. And it has a marker on its cell surface called SLAMF7, which had never been described on CD4 positive T cells before. IgG4 related disease was the first disease in which this cell was described. So this understanding of the importance of B cells and the importance of this CD4 positive cytotoxic T cell has led to our current therapeutic approaches that we're testing now in trials, and which we hope will lead to new treatments for patients soon. We believe that the B cells are continuously presenting antigen. The antigen is still not known, but B cells are presenting this antigen to T cells, and these T cells in turn are elaborating these fibrogenic cytokines and other mediators that damage tissue in this disease. So this understanding of the pathophysiology, which we have developed in 15 years, only 15 years after seeing our first patient with IgG4 related disease, has led to our treatment approaches. So now we are testing an anti-CD19 antibody, which targets B cells. This is being studied in a worldwide multi-center randomized double-blind placebo-controlled trial. And I hope we've now enrolled more than 100 patients in the trial, and I hope that within 2023, we'll complete the trial and have a new approved drug for the treatment of IgG4 related disease, the first approved therapy for this disease. We're also looking at other medications targeting B cells, including BTK inhibitors
And because of the understanding of this protein, SLAMF7, which is present on both B cells and the CD4 positive cytotoxic T cell, we're now conducting a trial of elotuzumab, which is a monoclonal antibody directed against SLAMF7. So we hope to be able to move this disease within only a couple of decades of its recognition from a disease that is treated with steroids, a highly toxic medication used in patients who are likely to do poorly on prednisone because of their baseline toxicities and age and the fact that the pancreas is involved so often, to new biologic therapies that may target the key cellular players. So I will close here and then be delighted to try to answer your questions. IgG4 related disease is a great mimicker for this century. Osler called syphilis the great mimicker in the 1800s. IgG4 related disease is a great mimicker for our century, causing rétro-péritonéale fibrosis and lots of other things. It's caused by a symphony of inflammation, not just one cell or one cytokine. We've identified many of the individual musicians in this symphony. The disease has a subacute evolution. It's slow, but it's very responsive to treatment. Its subacute evolution, its slowness, leads to, explains why it causes so much damage, because it's present for many months or years before it is diagnosed, leading to major damage and organ failure. Because of its slowness in evolution, it's a great model for studying human immunology. And I believe that more discoveries and better treatments for patients with this disease are on the way soon. And I want to thank you very much again for inviting me to join you this evening. And I'd be happy to answer additional questions. Thank you very much. A couple of more slides. Thank you. Merci. And any questions? So the questions, thank you very much, Professor Stone. Thank you. The questions are thank you, Professor Stone. And yeah, I'll be reading them for you. Okay. Thank you, Professor Stone and Professor Ben Salem, for your very insightful talks. You can now write your questions in the chat. I'll be first reading the first question from Alawi Abir, which is our friend from Morocco. Is it possible to retain an IgG4 related disease even without a pathological proof or serological confirmation when having renal involvement as a tubulointerstitial lesion, cholangitis, inflammatory coronariopathy, Sika syndrome, parotitis enlargement, all these symptoms in one patient without other plausible cause? Thank you for your brilliant talk. Thank you for your very astute question. Yes, indeed, it is possible to make a diagnosis of IgG4 related disease without a biopsy. If I see a patient now who has lacrimal gland enlargement and parotid enlargement, and especially submandibular gland enlargement, I would be very confident making the diagnosis of IgG4 related disease and treating that patient for that, even without a serological evaluation. There's really almost nothing that can do that. Of course, I would be even more certain if I had an elevated serum IgG4 concentration. I would like to have that, but I certainly make the diagnosis of IgG4 related disease without a biopsy very often if I have a patient with a classic presentation. Very nice question. Thank you. If there are no other questions, I myself have some questions that I'll be asking. No, so Wefeltifi has asked the question, or thank you so much for the presentation. I would like to ask about the neurological involvement of this disease. Is it frequent? And is it responsive to the same kind of treatment, rituximab? Another very interesting question. Thank you. So
The neurological involvement of IgG4-related disease is very interesting. Probably the most prominent type is meningeal involvement. I showed you a picture of a biopsy of the meninges from a patient with meningeal IgG4-related disease. IgG4-related disease, when it affects the meninges, causes what we sometimes refer to as hypertrophic pachymeningitis, thickening of the meninges. There are some other things that can do that. Granulomatosis with polyangiitis can do that. Erdheim-Chester disease can do that. Lymphoma can do that. Tuberculosis can do it. But IgG4-related disease is one of the more common causes of a hypertrophic pachymeningitis. It does respond to treatment, even though the meninges will not be radiologically normal. The patient will have a good response to treatment and improvement in headaches and things like that. Other types of neurological involvement include, if you include the pituitary gland in the nervous system, as I've showed you, the pituitary gland can be affected. It's within the brain, it's within the head, it's not technically within the central nervous system, I guess. So, and then there can be peripheral nerve involvement. Often this is radiologically evident, but clinically silent. Particularly the infraorbital nerve, which are below the orbits, can be shown on MRI to be surrounded by a perineuritis. It is very unusual for the brain parenchyma to be involved by IgG4-related disease. The brain is the one organ that is of itself almost never involved. But the meninges and the nerves emanating from the brain and the pituitary gland can certainly be involved. Thank you. Thank you. Very clear. Yes, it was very. Yes, so okay. much. If you have a question, I would like to ask one more question after you. Okay, of course. I'd say in our context, in our countries where sometimes we have difficulty to access classic biologics, what is your opinion on classic DMARDs in this pathology, and what would you recommend exactly? And you were talking about tapering steroids. What would you suggest? Should we keep a very low dose of steroids, or should we taper off, since both have a high flaring consequence? Great question. So I appreciate that it's difficult to access some of these. It will be difficult to access some of these therapies when they are available. The non-biologic disease-modifying drugs such as methotrexate and azathioprine may have a role in some patients. I particularly like MMF, mycophenolate mofetil, or Cellcept, as a potential steroid-sparing agent. There have been very few, if any, randomized trials of these medications, but there is a lot of individual experience case series that suggest that these therapies might be effective. I don't think they're as good as prednisone, and I don't think they're as good as B-cell depletion, but they may have a role in some patients, and it is important to try to spare the steroid toxicity. So I would first start treating a patient with steroids, and I would try to taper them down to a very low dose or off completely, perhaps, by 2 or 3 months. To try to get them down to 5 milligrams by 2 months and maybe off completely by 3 months. The IgG4 concentration, if elevated at baseline, can be very helpful in monitoring disease and indicating that the disease might be coming back. If the serum IgG4 starts to rise,
then the steroids could be increased a bit to try to control the disease again. And if you can't do that with a dose of prednisone that the patient can tolerate, 5 milligrams or less would be my preference. Then I would add mycophenolate mofetil if possible. Thank you. Over to you, FF. You still have your question? Thank you so much. Actually, my question is about the relapse after the rituximab. As the patient regenerates his B cells, do you expect relapses, or is it often? Do we often have that, or is it really a successful one? Yes, that's a great question. We don't have a cure for IgG4 related disease. There is no treatment that leads to a permanent remission for these patients reliably. I do have some patients treated with B cell depletion who have gone into remission and remained in remission for 3 or 4 years. But the disease always comes back. It essentially always comes back when prednisone is used as well. And it comes back a lot faster usually when prednisone is used. Therefore, when I can get rituximab approved, I like to treat patients with B cell depletion. What was I going to say? I lost my train of thought. Oh, yes. So again, the disease is slow. And if you get a patient into remission, you can follow their serum IgG4 concentration and understand when they might need to be retreated again, either with rituximab or with B cell depletion. For a patient who has a very high serum IgG4 concentration and multi-organ disease, I tend to favor B cell depletion early because those patients are going to not go into remission with prednisone alone, or they'll require so much prednisone over time that they develop a lot of toxicity. Thank you so much again. You're welcome. Another question that I had in mind, this question depends on my actual understanding of what you're saying about the pathology. If the problem is actually in the long-lived plasma cells that, of course, does not express CD20 and rituximab doesn't have any effect on them, were there any thoughts about belimumab or anti-B cell activating factors, since it's a pathology that includes B cell activation? I don't know, what would be your thought about this treatment? I think it's a great thought. In fact, there is a trial of belimumab, which is going on. It's being conducted in China and maybe other places as well, but I think primarily in China. And I think it's a treatment that makes a lot of sense. Thank you. Very good thought. Well, a therapy that I don't think would work, I don't think that a therapy directed against plasma cells would work. And that's a question that I'm often asked, would a plasma cell therapy work? I don't think it would, because the B cells are important in causing the disease, but IgG4 itself is not. So targeting the plasma cells, which are not participating in the disease, but are making IgG4, I don't think would be helpful. You know, I also have noted some questions for Dr. Ben Salem, so I'll be asking them in French. Do you hear me, Dr. Ben Salem? Dr. Ben Salem, are you with me? Oui, oui, je t'entends. Mon micro était désactivé. D'accord, super. Donc, vous avez si bien parlé et si bien insisté sur la particularité que les causes néoplasiques sont anxiogènes pour les fibroses rétropéritonéales. Et du coup, je me disais, quel serait le bilan néoplasique minimal devant un patient qui présente une fibrose rétropéritonéale, selon vous? Ah oui, je l'ai dit, mais pas très clair. Dans tous les cas, on va faire le TEP. Donc, tu vas voir si tu auras des lésions évocatrices des adénopathies, donc ça va orienter. Mais dans tous les patients qu'on renvoie, je l'ai dit, il faut au moins faire
tout ce qui est dépistage selon l'âge, le genre et tout ça. Donc ça serait toujours l'occasion, quand on voit ce genre de patients, de vérifier que tous les dépistages des néoplasies ont été faits selon l'âge, le genre et les antécédents familiaux ou personnels. J'ai bien noté que vous avez mis en exergue les causes les néoplasies digestives. Est-ce que, Oui. en particulier, on accentue le bilan étiologique dans ce sens, ou s'il n'y a pas d'anémie, s'il n'y a pas de symptomatologie, on ne fait pas d'endoscopie, pas du tout? Généralement, avec le TEP, c'est difficile qu'on passe à côté d'un cancer, même si je ne connais pas les chiffres quant à la sensibilité et la spécificité de TEP par rapport au cancer endocavitaire, en particulier tout ce qui est digestif. Mais non, pas spécialement. Mais enfin, il est clair que les plus fréquents sont vraiment les organes rétro-péritonéaux, dans toutes les séries, quoi. Merci. Je privilégie toujours les invités. Donc, Fakhri qui dit, donc, Fakhri Fatnasi, thanks again, Professor Stone, for your presentation. I would like to know if there is any particular association/risk of transformation of the IgG4-related disease into a tumoral disease, mostly malignant hemopathy. A great question. I think if there is, it's very, very low. We know that inflammation can sometimes predispose to malignancy, but there is really very little evidence that we see an increased risk of pancreatic cancer in patients who have had IgG4-related disease, autoimmune pancreatitis. The one type of disease that might be an issue, and I saw a patient just yesterday with this, a patient with IgG4-related disease treated with rituximab down in Washington, D.C., who came up and she has a very large parotid gland, only on one side. And I worry that she might have had a transformation to a MALT lymphoma, as happens sometimes in Sjogren's syndrome. The asymmetry of the parotid enlargement makes me a bit worried about that. But that is actually quite rare. So there are a few cases of patients with biopsy-proven IgG4-related disease in one of the major salivary glands that later they develop a MALT lymphoma. The sequence of events leading to that transformation is obscure. We don't understand why a small number of patients might do that. And I always reassure patients, I tell them the risk of that is very low. Thank you, very clear. Il y a Abir qui précise que la TEP n'est pas toujours très sensible pour les cancers digestifs. Sinon, de mon côté, je voulais aussi poser la question pour les fibroses rétropéritonéales. Avec les maladies auto-immunes, il y a toujours le problème d'imputabilité. Comment on peut essayer de dire quand on a un diagnostic de maladie auto-immune et qu'il y a une fibrose rétropéritonéale, que c'est en rapport, jusqu'où aller du coup sur le bilan étiologique et chercher les autres étiologies? Je ne sais pas votre avis par rapport à ça, Dr Ben Salem. Alors, comme j'ai insisté pour tout ce qui est fibrose rétropéritonéale et ANCA, le fait d'avoir des ANCA positifs, anticorps nucléaires positifs, non, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir un tableau assez typique, complet de la maladie, que ce soit la GPA ou le lupus ou autre, pour remettre la fibrose rétropéritonéale dans le package, donc dans tout le contexte. Mais lorsque la maladie systémique auto-immune est avérée, est-ce que ça dispense de rechercher une autre étiologie vu parfois les problèmes d'imputabilité, ou bien on peut facilement se dire que c'est en rapport avec le lupus déjà existant, ou que vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je fais partie des gens qui sont unicistes en médecine, hein. Donc si on a une maladie, je n'ai pas envie d'avoir une autre maladie. Bon, il reste toujours le problème des cancers parce que, par exemple, le cas du lupus, on sait tous que les gens qui ont un lupus ont plus de risques par rapport à la population générale de faire des hémopathies ou même des cancers comme le cancer du col, par exemple. Donc, je reviens toujours on va faire une imagerie, on aura certains éléments d'orientation, on fera les dépistages de base, cancer du côlon chez une femme jeune,
ça ne dispense pas de chercher les choses basiques, quoi. Très clair, merci beaucoup. Mm. So if there are no other questions, yeah? I have a question in the same spirit as Okay. you, but for Dr. John. Actually, the question is if we have to eliminate the other autoimmune diseases before retaining the diagnosis of IgG4 related disease. If we have, even if we have the histological proof and the serum level, high serum level. Yes, that's a great question. It's one I encounter in practice every day. It's very, there's some important mimickers of IgG4 related disease. As I've mentioned, the pathology is not absolutely diagnostic, and one has to combine clinical features with serological findings and radiological evidence in order to make the diagnosis. One has to be very careful about granulomatosis with polyangiitis and its potential to mimic IgG4 related disease. It involves many of the same organs that IgG4 related disease does, and the pathology findings are different, however. With granulomatosis with polyangiitis, one finds necrosis in tissue, and necrosis is not a feature of IgG4 related disease. Granulomatosis with polyangiitis involves neutrophils, and IgG4 related disease is not a neutrophilic disease. So those are two very key differences. Sarcoidosis is another disease that very often has to be differentiated. And I'll also point out that both sarcoidosis and granulomatosis with polyangiitis have granulomatous inflammation, and IgG4 related disease is not a granulomatous disease. So yes, it is very important to have a differential of other immune mediated conditions in mind, especially granulomatosis with polyangiitis and sarcoidosis. Thank you. And for the Sjogren syndrome, is it necessary that we look for it systematically, or we just have the IgG4 related disease, so we stick to that diagnosis? If you have, for Sjogren syndrome, I find it very useful to measure anti-Rho and anti-La antibodies. The presence of those antibodies strongly predict the presence of Sjogren syndrome rather than IgG4 related disease. So that's very helpful. Sjogren syndrome can be associated sometimes with at least a mild elevation in serum IgG4 concentration. So it can be confusing. But Sjogren syndrome does not cause isolated submandibular gland enlargement. That is IgG4 related disease. Yes, that's clear. Thank you. Thank you. Il y a professeur Bouslem qui demande à professeur Ben Salem, donc merci pour ces excellentes présentations. Le problème avec la fibrose rétro-péritonéale idiopathique, c'est les récidives. Quels sont les facteurs prédictifs de récidive et la durée moyenne totale du traitement? Sincèrement, j'ai pas regardé dans les histoires de traitement. Je me suis pas focalisée sur les questions de traitement. Mais bon, ça rejoint à peu près, c'est pas les corticoïdes, il faut ajouter un épargneur comme les immunosuppresseurs, quoi. Que ce soit MMF, métaux, azathioprine, en cas de récidive, quoi. Merci. If there are no further questions, we'll be first thanking you, Professor Ben Salem and Professor Stone, for your very insightful presentations, and thanking everyone who attended to the meeting for their presence and their participation, their questions. Don't forget to follow us on social media. Our next meeting will be in January. Our 6th and 7th evening will be on the metabolic diseases. It will be the month of metabolic diseases, so stay tuned. You'll have everything on our socials. And thank you everyone for joining. And again, thank you to all professors for your presentations.
And goodbye. You're welcome. Thank you, Omar. A real pleasure. Happy New Year to all of you. Yeah, real pleasure to meet you. Yeah. And to see you again, Dr. Ben Salem. Inch'Allah. Thank you. Merci. Salut. Thank you so much, everybody. Bonne soirée. Bonne soirée.